Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Suzanne Fournier. Je suis la directrice exécutive de l'Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, je vais présenter nos conférenciers pour le panel et le thème est Avancer le bien commun au Québec et en Afrique. Maintenant, je vais vous présenter Thibault Rennes. Il est ingénieur en sciences des matériaux, titulaire d'un master en économie et de l'environnement. Militant écologiste, il a cofondé et est aujourd'hui coordinateur de l'association Vigilance OGM. Il s'intéresse aux enjeux liés aux OGM et aux pesticides, ainsi que la mobilisation citoyenne, qu'il juge essentiel afin d'obtenir une société plus juste et écologique. Il a également travaillé plusieurs années chez Greenpeace Québec et tant que gestionnaire de bénévoles. Thibault, je vous donne la parole. C'est bon. Oui, c'est bon. OK, parfait. Bon, merci à tous, merci à toutes d'être là aujourd'hui. Je suis très honoré de présenter devant vous à la NFU, au congrès de la NFU, qui est un syndicat que j'apprécie beaucoup depuis plusieurs années pour avoir suivi Cathy principalement sur le côté politique. Et donc, je vais essayer de faire mon mieux pour vous présenter. On m'a dit aujourd'hui de parler du bien commun, spécifiquement par rapport au Québec, que je connais, l'endroit où je connais le mieux, vu que ça fait 15 ans que je vis ici. Je vais peut-être parcourir rapidement certains dossiers, dont l'introduction des OGM, parce que même si vous êtes dans le domaine agricole et que vous travaillez probablement la terre, peut-être qu'il y a deux, trois petites spécificités que j'aimerais parler. Je vais présenter aussi Vigilance OGM. Et après, je viendrai sur l'étude de cas de Louis Robert, qui est un agronome du MAPAC, donc du ministère de l'Agriculture au Québec, qui a dénoncé les lobbyistes des pesticides dernièrement. Et je reviendrai un petit peu sur la saga et les impacts que ça a eu. Donc, pour commencer, en fait, je vous présente Vigilance OGM. On est un réseau au Québec qui représente différents groupes, donc des groupes agricoles, dont l'Union paysanne et la CAPé. La CAPé qui est le regroupement des fermiers de famille au Québec. On a des groupes de citoyens plus consommateurs, l'Union des consommateurs, et les groupes environnementaux comme Greenpeace, Équiterre, la Fondation David Suzuki que vous connaissez peut-être. Et notre but, c'est d'informer les gens sur pourquoi on fait des OGM, c'est où les OGM et comment se mobiliser si on pense que ce n'est pas un modèle agricole qui a du futur et qui permet en fait d'avoir une agriculture qui permet aux agriculteurs de vivre, mais aussi de ne pas forcément avoir des impacts néfastes sur notre environnement et notre qualité de vie ou comment dire, le dynamisme régional aussi. On pense tous qu'un autre type d'agriculture est possible et c'est pour ça qu'on sensibilise pour les impacts de celle qui nous est malheureusement imposée. Et donc, on parle d'OGM et pesticides. Pourquoi la vigilance OGM? Si vous le savez, je vais passer vraiment succinctement. Je parle souvent pour se souvenir des OGM, il faut se souvenir de 3 chiffres. Les 3 chiffres, c'est 2. En fait, il existe actuellement, ça fait depuis 25 ans qu'il y a des organismes génétiquement modifiés dans le monde. Après, au Canada, qui a été un des premiers pays à le faire avec les États-Unis. Et donc, il y a soit on crée des plantes pour qu'elles deviennent tolérantes à un herbicide, donc les fameux Roundup Ready, soit on crée des plantes pour qu'elles résistent à un insecte, donc souvent le maïs ou le coton BT. Et maintenant, la plupart des semences génétiquement modifiées disponibles dans le monde elles ont les 2 caractéristiques. Et donc, on verra au Canada, par exemple, 100% de toutes les semences génétiquement modifiées plantées au Canada sont tolérantes à un herbicide, un ou plusieurs, et ce qui cause en fait une dépendance aux pesticides, et on voit malheureusement leur augmentation depuis un petit bout. Le chiffre 4, souvent les gens pensent que tout est génétiquement modifié, qu'on ne peut pas malheureusement revenir en arrière, mais 99% de toutes les cultures génétiquement modifiées, c'est 4 cultures. Donc, bien sûr, au Canada, c'est le canola qui domine, le soya et le maïs principalement en Ontario et au Québec, et le coton, on en a principalement en Inde et aux États-Unis. Donc, il faut retenir que
il n'y a pratiquement aucun fruit et légumes génétiquement modifiés sur le marché actuellement. Ça pourrait changer, c'est un dossier que je vais amener sur l'édition du génome, sur un gros dossier sur lequel on se bat actuellement, d'ailleurs avec la NFU et CIBAN. Et l'autre chiffre à retenir, c'est 5. En fait, souvent on pense que cette technologie, donc de la modification génétique, je dirais, tous les pays l'ont pris en ensemence ce type de culture, mais il y a toujours 5 pays qui le font dans le monde. Donc, les États-Unis, c'est très Amérique. Donc, on voit que les États-Unis et le Canada, c'est à peu près 50% de tous les OGM. Et après, on a l'Argentine et le Brésil, principalement le soya pour donner à manger aux animaux d'Amérique du Nord, mais aussi européens où il y a de l'exportation. L'Inde, donc avec le coton, et il y a 9%, c'est d'autres pays. Donc, on s'aperçoit que c'est très concentré dans pourquoi on fait des OGM. Il y a 4 cultures et il y a 5 pays qui en fabriquent. Donc, juste, je voulais revenir là-dessus, je vais aller très vite. Je n'irai pas trop dans les détails, mais la problématique avec les OGM, c'est qu'on vient privatiser le vivant. Donc, la compagnie a un brevet sur la plante génétiquement modifiée et donc, on a quand même des problèmes de contamination, de conservation de semences, d'échange des semences, quelque chose qui est, comme je ne vous apprendrai pas, quelque chose qui était traditionnel en agriculture avant. Et en fait, on vient voir qu'il y a une privatisation du vent qui a déjà été faite avant les organismes génétiquement modifiés qui sont arrivés au milieu des années 90. Mais là, on vient augmenter la concentration et le pouvoir des entreprises. Et donc, ça vient nuire à l'autonomie des agriculteurs face aux géants des biotechnologies. Et donc, bon, ça entraîne beaucoup de problèmes de contamination, et principalement dans le bio où la contamination est plus grave. Rapidement, je fais un parallèle avec les GES, donc les gaz à effet de serre, où on s'aperçoit que les gouvernements canadiens ou dans le monde veulent toujours se battre, enfin diminuer les gaz à effet de serre. Et quand on parle de pesticides, c'est la même chose. Au Québec, on a eu 5 plans consécutifs depuis les années 90 pour dire on veut diminuer les pesticides dans nos terres agricoles pour les impacts sur la santé des agriculteurs qui sont les premières victimes, mais aussi la santé des écosystèmes. Et on s'aperçoit qu'avec 5 plans consécutifs, eh ben, en 2019, on se retrouve à avoir encore des pesticides sur des terres agricoles équivalentes, plus ou moins. On s'aperçoit qu'on utilise autant de pesticides, voire un peu plus pour l'année 2019. Donc, ça ne marche pas, les politiques qu'ils ont, parce qu'ils sont, le modèle agricole est à changer et non pas les petits… le modèle agricole imposé est tellement lié à l'utilisation d'intrants pour rendre dépendants les agriculteurs des engrais ou des pesticides que malheureusement, si on ne change pas ce modèle, on continuera à utiliser énormément de pesticides. Donc, je voulais juste vous montrer ça qu'au Québec et probablement au Canada, les politiques qui visent à diminuer l'utilisation des pesticides sont souvent un échec. Donc, on m'a parlé de revenir sur le cas de Louis Robert. Louis Robert, c'est un agronome québécois qui travaillait pour le ministère de l'Agriculture. Et monsieur Louis Robert, en fait, a travaillé pendant 30 ans, principalement, lui, son dossier, en tout cas son expertise est principalement sur la santé des sols. Et en 2018, il s'est fait remercier par le gouvernement pour lui dire vraiment merci de dénoncer l'impact des lobbyistes sur la recherche et développement dans l'agriculture. Vous êtes très courageux de le faire. Mais quelques mois après, 6 mois après, il s'est fait congédier. Donc, le ministre, spécifiquement, il s'est fait congédier et c'est devenu public. Et le ministre de l'Agriculture, donc monsieur Lamontagne au Québec, a dit oui, j'ai donné l'aval à mon ministère pour congédier monsieur Louis Robert. Et il s'est fait congédier et ça a fait un gros scandale parce que monsieur Louis Robert dénonçait en fait le fait qu'il y a un centre de recherche qui s'appelle le Sérum au Québec, qui est à 80% financé par le public. Et le public n'avait pas son mot à dire sur le conseil d'administration. Et ce qu'on s'apercevait, c'est que si ce centre de recherche, en fait, le scandale est principalement arrivé sur les semences enrobées avec des néonicotinoïdes. Donc, le Sérum a prouvé dans une de ses études que l'enrobage de semences avec des néonicotinoïdes était inutile dans les champs de maïs et utile dans un certain cas à seulement 4% d'utilité dans les champs de soya. Et donc, en fait, le fait qu'on vienne
enrober 100% des semences au Québec était inutile et avait de l'impact, bien sûr, sur les pollinisateurs, l'impact sur nos cours d'eau aussi, parce que souvent, ils sont lessivés dans nos rivières. Et donc, ça a fait un scandale. Et en 6 mois après être fait congédier, le gouvernement s'est excusé et il est de nouveau en poste, mais ça a créé une commission sur les pesticides en septembre 2019, où enfin on a pu parler de pesticides au Québec. Bien sûr, on ne se cachera pas, les lobbyistes sont assez forts pour essayer publiquement d'avoir un discours qui domine en disant, bien sûr, on fait des efforts, vous verrez, on essaie de faire de notre mieux, mais comme on voit, les résultats ne sont pas là. Et si on ne vient pas changer de système, on n'arrivera toujours pas à diminuer ces pesticides. Donc, on souligne en fait le courage d'un homme qui a su publiquement, même avec les menaces de ses employeurs pendant des années, essayer de faire changer les choses. Donc, on espère que ce dynamisme, le fait que ça soit sur la place publique, va pouvoir encourager un autre type d'agriculture moins dépendant des entrants. Rapidement, je pourrais aller bien plus précis, mais ce qui s'est passé au Québec, bon, vous le savez probablement, il y a des grosses entreprises au Québec. Je reviendrai un peu sur les grosses entreprises mondiales, mais il y a des coopératives. Donc, quand on parle de coopératives, il y a souvent une image positive de la coopération, sauf que ces grandes entreprises comme Solio, qui s'appelait la Coop fédérée avant, sont des entreprises centenaires au Québec, mais qui ont beau avoir un discours public très rassurant sur les développements durables et autres, sont quand même les plus gros vendeurs de pesticides et d'OGM au Canada et ont un intérêt à vendre des produits comme toute, malheureusement, entreprise dans un système capitaliste. Ces gens-là ont beau parler, il y a aussi la courroie de transmission. Bon, vous connaissez peut-être l'UPA, donc l'Union des producteurs agricoles. Au Québec, on a une problématique, à mon avis, c'est que personne n'est contre l'UPA, mais on est contre le fait que la vigilance, où il y ait le droit à un seul monopole. Et quand il y a un seul syndicat, il y a une voix qui est projetée, malheureusement, et ça pose problème. Je vous ai mis la photo en haut de monsieur, le président des producteurs de grains, Overberg, qui était le président du Sérum. Et donc, en tant que président du Sérum, il critiquait les études payées par le public qui sortaient, donc l'étude que j'ai parlé sur les semences enrobées. Et donc, on voit que M. Overberg, qui est quand même le numéro 3 de l'UPA, a tendance à apporter la voix des vendeurs de pesticides dans ces institutions. Et on a aussi le côté passif où M. Louis Robert, ce qu'il critiquait, c'est la passivité autant des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture que des agronomes au Québec. Donc, il y a l'ordre des agronomes qui, dans sa majorité, n'ose pas dénoncer la mainmise du privé sur notre agriculture. Rapidement, je pourrais revenir vraiment dans les détails après si vous avez des questions, mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'on s'aperçoit que les lobbyistes sont forts. Il y a eu un scandale. En fait, il y a beaucoup de chez le Québec, je ne sais pas l'ensemble du Canada, mais on a appris au mois de août que le gouvernement voulait augmenter la limite de glyphosate sur certains denrées alimentaires. Et c'est Bayer qui demandait, donc le principal producteur de glyphosate, qui demandait en fait l'augmentation. Et s'il n'y avait pas eu des médias qui s'étaient emparés de ça, si on n'avait pas réussi à trouver l'information qui n'est pas si facile à trouver, eh bien, le gouvernement se serait aligné, Santé Canada se serait aligné sur la demande d'une entreprise au détriment de la santé des agriculteurs, au détriment de nos écosystèmes. Et donc là, bon, le scandale ayant fait beaucoup de bruit, ils ont mis sur pause, mais ce qu'on voit, c'est que le gouvernement a tendance à répondre aux demandes des entreprises pour le bien de leurs finances, donc pour le bien de la vente de leurs produits et non pas pour le bien du commun, donc nos écosystèmes. Et il y a vraiment un dossier qui nous préoccupe depuis un an, enfin plus d'un an, mais sur lequel on travaille énormément. Donc, il y a 2 semaines, il y a 105 groupes, dont la NFU, ont signé une lettre à destination du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Santé, Mme Bibeau et M. Duclos, pour demander que les réformes Je m'excuse, Thibault. Il reste 5 minutes. 5 minutes, c'est parfait. Je pense que je vais… Il reste 5 minutes. C'est parfait. Donc, on demandait plus de transparence et une obligation d'évaluer les nouveaux OGM.
Je pense que là, c'est vraiment un sujet que vous devez, si ce n'est pas le cas encore, comprendre. C'est qu'actuellement, les organismes génétiquement modifiés sont principalement faits avec, on vient insérer un gène étranger, donc on appelle ça la transgénèse. Dans le monde entier, maintenant, les lobbyistes, que je vais présenter rapidement par la suite, donc Bayer, Monsanto et autres, nous disent maintenant on a l'édition du génome qui est une technique bien plus précise. Et donc, avec l'édition du génome, eux, ce que les lobbyistes souhaitent, c'est que leurs semences génétiquement modifiées arrivent sur le marché sans être soumis à aucune évaluation de la part du gouvernement. Ça voudrait dire que si ces évaluations qui viennent de finir, mais on attend le résultat, passent, vous ne seriez plus en tant qu'agriculteur si les semences que vous semez sont génétiquement modifiées. Donc, difficulté de comprendre ce qu'il y a sur le marché dans les champs et donc dans les assiettes. Et donc, ça poserait énormément de problématiques sur la confiance du système de Santé Canada, mais aussi surtout sur si vous voulez exporter, qu'est-ce que l'Europe demandant des autres règles et n'étant pas forcément de l'avis, enfin, interdisant certains types d'OGM, vous saurez même plus ce qui se passe et donc ça poserait des problèmes d'exportation, des problèmes de contamination, des problèmes de transparence. Et ça, c'est un dossier. Vous irez sur le site de CBAN, Canadian Biotechnology Action Network, pour en apprendre plus. Mais ça, c'est vraiment un dossier qui nous préoccupe actuellement parce que ça fait 20 ans qu'on critique le système d'évaluation des OGM et ils arrivent encore à faire quelque chose de pire pour permettre aux entreprises de faciliter leur travail alors qu'on pense que les gouvernements ne sont pas là pour faciliter le travail des entreprises, mais pour préserver la santé de nos écosystèmes et aussi de la santé des citoyens. Rapidement, moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 10 ans sur les OGM, on parlait du Big Six, donc des 6 entreprises qui dominaient outrageusement les semences et les semences commerciales et les pesticides. Et 10 ans après, je vous parle de 3 entreprises qui dominent, donc elles ont fusionné entre-temps. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une énorme concentration dans ce domaine-là de la vente des pesticides et des semences. Donc, c'est les mêmes entreprises. On parle de Bayer, Monsanto, on parle de DuPont et Dow Chemical, donc c'est Corteva, et on parle de ChemChina qui a racheté Syngenta. Donc, ces gens-là ont un énorme pouvoir financier, un énorme pouvoir de lobbyiste. Mais pour revenir, et là, je vais finir là-dessus, pour revenir, je pense que c'est important de se souvenir que oui, ces gens-là, ils ont énormément de pouvoir, mais au final, si des personnes comme Louis Robert, il y en avait, ont multiplié le courage de gens qui peuvent se dénoncer sur la voie publique, leur influence, on serait bien plus fort. Et nous aussi, ce qu'on essaie de dire, c'est que plus on est nombreux, plus on est capable de déjouer ces gens-là. Et le bien commun, on va peut-être arriver à un point de bascule où le greenwashing de ces entreprises-là n'arrivera plus à percer dans les médias. Malheureusement, vous voyez, il y a 20 ans, on parlait encore beaucoup des climato-sceptiques. Ils avaient beaucoup de place dans les médias. Maintenant, ils en ont moins, heureusement. Ça ne veut pas dire que les gouvernements agissent. Là, on voit même s'ils ont des Stephen Guilbeault à l'environnement, malheureusement, ils achètent encore des pipelines et ils nous disent que leur meilleure solution, c'est de planter des arbres pour sauver le climat. Mais essayer de gagner au moins la bataille médiatique pour que les gens comprennent que le type d'agriculture actuellement profite non pas à la majorité des Canadiens et des Canadiennes et de notre environnement, mais aux firmes d'agrochimiques. Il faut pointer ces firmes-là, les dénoncer et essayer de gagner la bataille médiatique pour que les gouvernements puissent agir. Donc, je m'arrêterai là. Si vous avez des questions, je pense que ça sera par la suite et je laisserai la parole à Eric et je vais enlever le partage d'écran. Voilà.